on a l'autorisation aujourd'hui là, d'enregistrer la rencontre qui sera donnée par Alexia et Cindy Saint-Pierre. Je vais laisser se présenter. Et une présentation, comme je vous ai parlé là, les dernières fois, sur tout ce qui est mettre la table là, sur les communautés LGBTQ+. Donc, afin qu'on puisse avoir un vocabulaire commun, puis ensuite de ça, ça va être de trouver des actions inclusives pour nos adultes. Un immense merci à Cindy et Alexia d'être là aujourd'hui. Ça fait super plaisir. Merci de l'invitation. Comme Karine a dit, là, effectivement, gênez-vous pas là, tout au long de la présentation de renchérir, de partager des éléments là, de votre pratique. Ça l'aide toujours à avoir des exemples concrets. Donc, gênez-vous vraiment pas. Donc, si je me présente, moi, c'est Alexia. Je suis infirmière clinicienne pour Air Ouverte, qui est un service de santé global là, que je vais vous présenter un petit peu plus tard dans la présentation. Mais on travaille dans le fond, moi, personnellement, je travaille pour le CIUS de l'Estrie-CHU, dans la mission CLSC. C'est un nouveau service en déploiement, là. Et Karine m'a approché, Karine a approché Air Ouverte, en fait, dans le but justement d'avoir une petite formation, un petit atelier personnalisé pour vous aider à un peu développer ce côté-là de l'intervention qui bouge vraiment beaucoup dans le temps, là, qui est très fluide. Donc, voilà. Et je travaille avec Cindy, que je vais laisser se présenter aussi. Bonjour, donc Cindy Saint-Pierre, je suis conseillère pédagogique et psychoéducatrice. Je travaille au Centre de services scolaires de la région de Sherbrooke. Puis, j'ai le dossier de l'éducation à la sexualité. Je travaille pour certains petits dossiers là, en collaboration avec Air Ouverte. Puis, quand Alexia a parlé de la formation qu'elle donnait, je me suis joint à elle parce que c'est quand même un dossier que je travaille beaucoup à mon centre de service. Là. Donc, ça va me faire plaisir là, d'être là en accompagnement aussi avec vous. Donc, pour la présentation, ce qu'on va parler aujourd'hui, je vais vous présenter un peu Air Ouverte, comme je vous dis. Dans le fond, le but de vous le présenter aussi, c'est que pour l'Estrie, pour la région, ça reste un service vraiment disponible pour vous là, comme intervenant. Donc, pour que vous ayez un peu une connaissance de ce que c'est, puis de ne pas hésiter à faire affaire avec nous. Ensuite, on va aborder un lexique sur la diversité sexuelle pour, comme Karine disait, avoir un vocabulaire général, être un peu toutes sur les mêmes bases au niveau du vocabulaire. On va passer 2 petites mises en situation pour essayer de voir des situations possibles là, qui se présenteraient dans vos milieux de travail, les différents types de transitions qui existent, les attitudes à adopter, à éviter comme intervenant et les ressources disponibles qui peuvent vous aider là, dans votre quotidien. Donc, Air Ouverte Estrie, comme je vous disais, c'est un service de santé globale qui est en déploiement. C'est créé depuis mai dernier pour les jeunes de 12 à 25 ans. Présentement, c'est en déploiement seulement dans la ville de Sherbrooke, mais ça va s'étendre là, à l'Estrie à plus large échelle. Ce qu'on vise, en fond, c'est d'aller offrir des services là, à une clientèle qu'on dit plus vulnérable, qui ne rejoint pas les services traditionnels. On pense entre autres à justement là, les jeunes en formation adulte, la période de transition entre le secondaire, le cégep ou la formation professionnelle, où ce que les jeunes sont comme entre 2 chaises au niveau des services parce qu'ils vont atteindre l'âge de 18 ans. Les jeunes issus de la communauté de la diversité sexuelle, les personnes autochtones en situation d'immigration. La liste est longue, c'est surtout ça qu'on vise pour essayer d'aller chercher des jeunes qui ne se présenteraient pas aux portes du CIUS, du CLSC d'emblée, qui sont un peu réfractaires aux soins. Que ceux qu'on a de la misère à aller chercher, c'est eux que nous, on vise à aller vraiment atteindre. On est une équipe multidisciplinaire composée de 2 nutritionnistes, une travailleuse sociale, un psychoéducateur, infirmière clinicienne, kinésiologue et sexologue. Donc, c'est sûr qu'il y a dans notre équipe là, des intervenants qui sont peu communs dans les équipes là, au niveau du CIUS. Là, on pense entre autres à sexologues, kinés, même des nutritionnistes. Ce n'est pas tout le monde qui a accès facilement à ça. Donc, c'est super intéressant là, pour les différents milieux là, d'offrir ces intervenants-là. Et nos services, en fait, on offre des services individuels, entre autres, des services de groupe, des ateliers comme ça, des formations. On essaie de faire beaucoup, beaucoup de partenariats avec
autant à l'interne qu'à l'externe, les organismes, le CIUS, des équipes médicales, des équipes de santé mentale. Donc, le but, c'est vraiment d'aller développer le plus possible des liens avec la communauté estrienne pour offrir des services les plus optimaux possibles à des jeunes et des jeunes adultes. Bon, pour commencer la présentation, ça se peut qu'il y en ait qui l'aient déjà vu, d'autres non. La licorne du genre, c'est un outil en fait tellement utile et tellement pertinent pour avoir une base, une explication imagée, fantaisique un peu là, de les bases de la diversité sexuelle, donc l'orientation sexuelle, l'identité de genre. Je vous en dis pas plus, je vous laisse le regarder. C'est super intéressant, puis c'est vraiment bien vulgarisé là, pour quand on n'a pas trop une idée de ce qu'on parle. Pour certaines personnes, ça peut sembler si simple, alors que pour la communauté LGBTQ+, le défi est bien réel. Voici la licorne du genre. Salut! Licorne va nous aider à clarifier la différence entre l'identité du genre, l'expression du genre, l'attirance romantique, l'attirance sexuelle et le sexe assigné à la naissance. Tout d'abord, le sexe est assigné dès la naissance selon des standards habituels. Ça inclut les différences de chromosomes, d'hormones et d'organes génitaux. Le sexe assigné peut être masculin, féminin ou encore intersexe. Ensuite, il y a l'identité de genre. Ça, c'est comment une personne perçoit son genre. C'est une expérience intérieure et très personnelle qui peut évoluer avec le temps. C'est très différent de l'expression de genre, qui, elle, est la manière dont une personne exprime ouvertement son genre. L'expression de genre peut influencer le comportement d'une personne, son langage corporel, sa voix ou encore son apparence, comme ses choix vestimentaires, sa coiffure et le port de maquillage. Pour certaines personnes, c'est aussi le choix d'un nom et d'un pronom pour se définir. Puis, il y a l'attirance romantique et l'attirance sexuelle, ressentie envers d'autres personnes. Ces facteurs ont chacun un spectre qui peut largement varier d'une personne à l'autre. À ta naissance, on t'a peut-être assigné le sexe féminin, mais aujourd'hui, tu t'identifies comme un homme. Tu t'exprimes avec une masculinité et féminité plutôt égales. Tu ressens de l'attirance romantique envers pas mal tous les genres, mais peut-être un peu plus les femmes. Et tu ressens une attirance sexuelle surtout envers les femmes. Ou le sexe assigné à ta naissance était masculin et tu t'identifies bel et bien comme étant un homme. Par contre, tu exprimes fièrement ta féminité. Tu es peut-être en relation amoureuse avec une personne d'un autre genre, quoique tu ressens peu d'attirance sexuelle envers qui que ce soit. Les possibilités sont infinies. C'est normal de se questionner. L'important, c'est d'écouter son cœur, sa tête et d'oser être soi-même, mais aussi de respecter les autres pour qui ils ou elles sont. Donc, ça décrit quand même brièvement là, les différentes dimensions de la sexualité. Puis ce que ça, l'image, surtout, je vais vous montrer la prochaine. Ça peut toujours bouger sur le spectre. Donc, tout est variable d'un extrême à un autre en passant par tout ce qu'il y a au milieu et ça peut varier dans le temps. Donc, il existe différents outils. Là. Vous avez vu la licorne de genre en forme de vidéo. Il y a également personnes gingenres. Donc, ça peut être utile là, pour des personnes en questionnement qui ne sont pas trop sûres de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'eux, comment ils se considèrent, puis pourquoi des fois ça ne concorde pas. C'est des excellents outils qui peuvent être utilisés pour démontrer visuellement que ça peut bouger sur les flèches puis qu'il y a tellement de possibilités autant qu'il y a de personnes. Là. Donc, ça peut être utile à aller chercher. Ça se trouve très facilement sur Google Images. Là, vous cherchez licorne du genre, personne gingenre, puis vous pouvez avoir des images visuelles. Donc, si on va un petit peu plus en détail, revoir les définitions qui ont été mentionnées dans la vidéo. Donc, la diversité sexuelle, ça comporte 5 axes. La première, l'orientation sexuelle, c'est tout simplement l'attirance sexuelle. Donc, est-ce que la personne est attirée envers une personne du même sexe, du même genre qu'elle ou à l'inverse? Donc,
hétérosexuel versus homosexuel et tout ce qui se trouve entre les deux. Donc, la bisexualité, la pansexualité, les différentes options entre les deux, ça, c'est l'orientation sexuelle. Sinon, l'orientation romantique ou amoureuse, c'est la même chose, c'est l'attirance qu'on développe envers une personne, non pas en lien avec la sexualité qu'on désire avoir avec cette personne-là, mais les relations amoureuses. Ça peut ou pas concorder avec celle de l'orientation sexuelle. Donc, on pourrait dire qu'une personne est attirée sexuellement qu'avec des filles, mais au niveau des relations amoureuses, elle développe des sentiments amoureux autant pour des hommes que des femmes. L'identité de genre, c'est vraiment la personne, comment elle-même s'identifie à quelle identité, qu'elle soit féminine ou masculine, et tout ce qui se trouve entre les deux. Donc, ça peut inclure, entre autres, trans, non-binaire aussi, entre là-dedans, donc entre les deux spectres. L'expression de genre, elle, correspond vraiment pas à comment on se sent à l'intérieur, mais comment on va se présenter dans la société. Donc, comme la vidéo le présentait, les cheveux, la voix, le prénom choisi, les vêtements, l'attitude, les expressions, tout en fait ce qui est stéréotypé dans la société comme appartenant au genre masculin ou au genre féminin. Donc, c'est vraiment sur la base de construits sociaux qui ont été faits de dire que quelqu'un qui porte du rose, on va prendre pour acquis que c'est une personne féminine. Puis encore là, ça peut ou pas concorder avec l'identité de genre. Donc, si la personne se considère masculine, à l'intérieur d'elle, se considère comme un homme, mais qu'elle choisit de s'habiller avec des vêtements féminins, porter les cheveux longs, ça ne veut pas dire que c'est une femme parce que visuellement, ce que nous, on observe semble féminin. Donc, il faut faire attention à ça. Et la dernière dimension, c'est les caractéristiques sexuelles, corporelles. Donc, c'est littéralement ce avec quoi tu nais dans tes pantalons. Littéralement, c'est tout ce que ça veut dire. Donc, c'est les caractéristiques sexuelles, corporelles, au niveau de la puberté, au niveau du développement de l'identité physique. C'est ce que ça veut dire. Et ça aussi, ça pourrait, en grandissant ou dès le jeune âge, ne pas correspondre à l'identité de genre de la personne. Ensuite, si on passe au lexique plutôt LGBTQ, donc ça aussi, des fois, ça peut porter à confusion. On entend souvent, mon Dieu, il y a tellement de lettres, il y en a qui se rajoutent, on ne sait plus ce que ça veut dire, on ne suit plus la game. Effectivement, il y en a beaucoup. Il y a un lexique tellement plus grand que ce qu'on vous présente aujourd'hui qui pourrait être présenté. On va s'en tenir aux bases, à ce qu'on voit le plus souvent, puis à des mots aussi qui englobent d'autres mots, donc qui sont comme un peu plus parapluies. Donc, ceux qu'on entend le plus souvent, c'est le LGBTQ. Le L, c'est surtout ceux qu'on connaît le plus aussi. Donc, le L pour lesbienne, qui décrit une femme qui est attirée sexuellement. J'ai écrit sexuellement, mais ça pourrait aussi être amoureusement, romantiquement, par d'autres femmes. Le G pour gay. Gay, on prend souvent pour acquis que c'est homme, en se disant, les femmes ont le terme lesbienne, les gars ont le terme gay. Oui, mais une femme peut être gay. Fait que ça peut être aussi utilisé juste pour décrire une personne qui est attirée sexuellement par les personnes de son propre genre. Bisexuel, donc ça décrit vraiment une personne qui est attirée par deux genres. Donc, le sien et un autre différent. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire homme ou femme. Ça pourrait dire une femme qui est attirée envers d'autres femmes, mais également des personnes non-binaires, par exemple. Trans, c'est un terme un peu comme je disais tantôt, parapluie, qui veut dire que ça englobe toutes les personnes qui sont issues de la diversité de genre, donc qui n'ont pas une identité qui correspond à celle qui leur a été assignée à la naissance. Ça inclut les personnes transgenres et transsexuelles. Transsexuelles, on n'utilise plus ce terme-là, donc ça serait vraiment plus une personne transgenre. Le terme trans peut être utilisé comme un adjectif aussi là, pour dire une femme trans, un homme trans, les personnes trans. Donc, c'est un mot un peu plus général. Le contraire de transgenre, c'est cisgenre, donc une personne pour qui l'identité de genre correspond à le sexe qui lui a été assigné à la naissance, est une personne cisgenre.
Queer aussi, c'est un mot parapluie qui définit un peu tout ce qui n'est pas la norme, en fait, un peu, là, si on veut dire ça de façon très grande. Donc, ça inclut les orientations sexuelles, ça inclut les identités sexuelles, les identités de genre qui ne sont pas conformes à la norme ou qui sont, on dit, fluides. Donc, qui ne correspondent pas à la vision homme-femme, homosexuel, hétérosexuel de base. C'est tout ce qui considère que ce qu'il y a entre les deux axes distincts fonctionne. Ça peut aussi référer à la pansexualité. On l'entend de plus en plus, puis c'est souvent un qui pose des questionnements de dire c'est quoi ce pansexuel? Tu sais, bisexuel, ça le dit deux. Tu sais, pansexuel, ça veut dire quoi? En fait, on réfère à pansexuel quand on parle d'une personne qui est attirée sexuellement ou romantiquement envers tout le monde. En fait, c'est envers pas un genre en particulier, c'est envers tous les genres qui est attiré envers l'humain, la personne, avant d'être attiré envers un genre, une expression de genre, un physique. Donc, ça peut être d'être attiré envers tout le monde ou envers personne en particulier, de ne pas avoir de préférence à ce niveau-là. C'est un peu ça la pansexualité. Puis, on l'entend aussi souvent traduit par queer du côté des anglophones. Le petit drapeau que j'ai mis là, en fait, c'est juste un petit rappel que chaque personne, chaque identité, chaque orientation sexuelle a sa propre communauté à l'intérieur de toute la grande communauté LGBTQ. Donc, ce drapeau-là est le drapeau de l'inclusion. Donc, la partie arc-en-ciel correspond à la communauté LGBTQ. La petite partie pastel, blanche, rose et bleue, c'est la communauté trans. Et la partie brune et noire, c'est la communauté des minorités visibles au niveau de la culture. Mais bisexuel a son propre drapeau, lesbienne a son propre drapeau, intersexe a son propre drapeau. Il y en a pour tout le monde. Pour le plus, qu'il y a après le LGBTQ+, il y a des lettres qui sont souvent incluses dans le plus parce que sinon, ça s'en vient long. Donc, les plus fréquentes qu'on voit, puis des fois, ils reviennent là, dans un ordre différent, mais ceux qui reviennent le plus souvent sont QI2SAA. Donc, pour ce qui est du deuxième Q, questionnement, donc une personne qui est en exploration, qui est incertaine, qui se recherche, qui est ambivalent par rapport à son identité de genre, son orientation sexuelle, est inclus dans la communauté LGBTQ dans le sens que, on le dit, c'est fluide, ça change dans le temps, puis qu'aujourd'hui, tu cherches, que tu sois en questionnement, puis que demain, tu sois sûr à 100% de comment tu te sens, comment tu vis ça. C'est correct, tu es dans la communauté quand même, on t'inclut, c'est normal de passer par cette période de questionnement-là. On entend souvent la bicuriosité, là, les gens qui sont comme attirés, mais qui ne savent pas, puis là, ça génère des préjugés, mais ces personnes-là sont quand même incluses dans la communauté, dans le sens que tu as besoin d'expérimenter ces choses-là pour un peu te découvrir à l'intérieur de toi. Le I pour intersexe, donc c'est une personne qui, en fait, intersexe est secondaire à une personne intersexuée. Ce que ça veut dire, une personne intersexuée, c'est une personne pour qui les caractères sexuels à la naissance, donc ses organes génitaux, internes, externes, ses hormones, correspondent pas aux critères qu'un médecin utiliserait pour déterminer si cette personne-là est une fille ou un garçon, le petit bébé. On entend souvent hermaphrodite, on n'utilise plus ça du tout. C'est un autre terme désuet à connotation très péjorative. Donc, on dit seulement que c'est une personne intersexuée, qui peut varier là, dans comment ça se manifeste chez cette personne-là. Et on dit d'une personne intersexe qu'elle a une vision positive et non pathologisante de son corps, donc pour qui une personne qui a imbriqué ça à l'intérieur d'elle et qui affirme et qui assume ça, parce qu'évidemment, ça peut amener des questionnements, ça se peut que ça concorde ou pas en vieillissant avec la puberté, le corps de façon biologique se manifestera pas de la même façon qu'une personne non intersexuée là, pour qui c'est concordant. 2S pour bispirituel, ça on l'entend aussi de plus en plus, donc une personne issue de la communauté autochtone pour qui, à l'intérieur d'eux, ils ont l'esprit féminin masculin. Donc,
tout le monde qui fait partie de la communauté autochtone a ces deux esprits-là à l'intérieur d'elle et les imbrique d'une façon ou d'une autre dans sa vie, dans son identité de genre, dans son orientation sexuelle, qui n'est pas seulement que masculin ou que féminin. Donc, dans différentes sphères de sa vie, ça va se manifester d'une façon ou de l'autre et entre les deux. Les deux derniers A, donc asexuel pour une personne qui ressent très peu ou pas de désir sexuel, ou aromantique aussi pourrait être un mot qu'on utilise pour la même chose, mais qui ne ressent très peu ou pas d'attirance amoureuse envers les gens. Ce n'est pas une pathologie, ce n'est pas un trouble sexuel, c'est tout simplement qu'ils n'en ont pas envie. Donc, les gens souvent se demandent hey, « j'ai-tu un problème de libido? J'ai-tu un problème de… » Non, c'est une orientation sexuelle en soi qui peut juste expliquer que tu ne ressens pas de désir. Il n'y a pas de problème physiologique, biologique, corporel en arrière de ça. Et le dernier, androgyne, celui-là réfère vraiment à l'expression de genre, donc comment la personne va manifester physiquement son genre. Une personne androgyne, en fait, on ne peut pas déterminer clairement si c'est un homme ou une femme par ses traits physiques. Donc, peut-être que la personne porte les cheveux courts versus les cheveux longs avec la barbe, avec des vêtements ni féminins ni masculins, un peu des deux. Ça ne permet pas de déterminer clairement de quel genre cette personne-là est, puis ni son identité de genre. J'ai vu qu'il y avait une question à répondre après cette diapo-là. Oui. Dans le fond, Karine demandait à quel âge un enfant peut commencer à se questionner sur son identité de genre. Tout âge. Honnêtement, il n'y a pas d'âge précis. Il n'y a pas à partir de… Avant tel âge, ça n'a pas de sens. Après cet âge-là, c'est correct, on l'accepte. L'enfant va manifester ça aussitôt qu'il en ressent le besoin, surtout que l'enfant ne connaît pas l'existence de ces concepts-là. Fait que pour lui, si ça peut se manifester par tellement de façons aussi, là, l'enfant peut verbaliser très clairement, dire « je suis une fille », alors que c'est un petit garçon qui a un pénis. Mais ça peut juste être par ses intérêts, de jouer plus avec des filles parce qu'il y a un sentiment d'appartenance à ce groupe-là, avec des objets. Puis ça dépend aussi de la méthode d'enseignement. C'est sûr que de plus en plus, là, les gens essaient de prôner l'éducation non genrée, de ne pas que donner des poupées Barbie aux enfants, aux petites filles. Fait que selon l'exposition, selon le contexte dans lequel il grandit, l'enfant pourra manifester d'une façon ou l'autre son identité, mais il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge précis. Puis souvent, ce qu'on entend aussi, c'est tant aussi longtemps que l'enfant est capable de s'épanouir dans son environnement, qu'il ne ressent pas qu'il est brimé dans ses sentiments, dans sa démarche, comment il le manifeste. On laisse ça aller, puis on voit ça en vieillissant, puis ça va juste se cristalliser là, si c'est vraiment comme ça que l'enfant se sent à l'intérieur de lui. Juste pour ajouter un petit peu, Alexia, dans le développement psychosexuel des jeunes, on dit que l'identité de genre commence. L'enfant va avoir une meilleure conception tranquillement pas vite là, à partir de l'âge de 3 ans. Puis là, il y a toute la socialisation qui va arriver, comme Alexia le nommait, ce qui fait qu'un jeune peut arriver, je vous dirais, en milieu scolaire dès la maternelle, puis va s'identifier comme étant une jeune fille trans. On peut en voir des jeunes dès la maternelle. Donc, ça peut arriver quand même très tôt, mais c'est vraiment un élément qui est fluide, là, qui peut bouger dans le temps, comme Alexia a nommé tantôt ici, là. Je vois qu'il y a une main levée. Annick? Oui, c'était peut-être pour partager, effectivement, parce que moi, mon fils a commencé à se questionner ou à avoir un regard différent. C'est un petit peu à l'âge de 3 ans. Il a commencé au début de 3 ans de dire « Ouais, mais là, je suis tout seul à aller jouer avec les filles, puis moi, pourquoi les camions, j'aime pas ça, puis les autres garçons aiment ça. » Et ça a été vraiment, quand tu parlais tantôt, c'était tout l'entourage. Ça n'a pas été juste le monde de la garderie, ça a été aussi la famille élargie de ben, ça tombe comme ça. Puis dans d'autres garderies, c'est des petites filles qui vont jouer avec les camions, puis c'est comme ça. Fait qu'il y en a plein. Fait que maintenant, il est rendu à 27 ans. Il s'affirme comme homosexuel. Puis il a fait un cheminement, comme vous disiez, à travers de tout ça. Mais ce qu'il disait, lui,
à l'âge de 20 ans, c'était que cette ouverture-là de tout est possible, puis c'est pas grave, l'a facilité à trouver sa place. Parce que il y avait pas, il dit, c'est comment il l'exprime, il n'y avait pas de chemin tracé avec des lignes directrices, c'était tout est correct. Donc, il dit à travers le temps, que ce soit au primaire, puis après ça, au secondaire, puis c'est bizarre parce qu'il était vraiment dans un groupe un an plus vieux, un an plus jeune, là, à se suivre, qu'eux, il n'y en avait pas de problème, il n'y avait pas d'intimidation, il n'y avait pas rien, tout était correct, puis c'était juste pas grave. C'était bien bizarre, les profs nous en ont partagé par après, là, qu'ils ont eu vraiment 3 ans de gens très ouverts à plein de projets, à plein de choses, puis qu'eux autres, ça ne les dérangeait pas. Il n'y avait pas vraiment personne qui ressortait du lot comme quoi qui intimidait ou il n'était pas bien là-dedans. Fait que, juste pour dire comment ça peut vraiment être facilitant pour la personne d'être capable de se découvrir, parce que tous ces questionnements-là, ça va être vraiment difficile au niveau des références aussi. Fait que c'était juste pour partager l'ouverture, puis on a tout intérêt dans tous les milieux à être de plus en plus ouvert de « Hey, d'abord, tu es une personne heureuse, point. On cherche que le bonheur, point. Tout le reste, c'est pas grave. On est tout là. » Tout à fait. Merci beaucoup du partage, effectivement. Puis, je ne l'ai pas précisé au début de la rencontre, mais tu sais, tout ce qu'on parle aujourd'hui, on l'applique dans un contexte avec des jeunes adultes, des jeunes, tu sais, en contexte d'intervention, mais tout ce qu'on va dire s'applique dans à peu près tous les contextes qui incluent une personne issue de la communauté LGBTQ. Donc, que ce soit en famille, que ce soit entre collègues, que ce soit avec un ami de longue date, tu sais, tout ça s'applique parce que ce qu'on veut, c'est assurer justement un comportement allié envers ces personnes-là. Fait que de démontrer de l'ouverture, tu sais, toutes les interventions à privilégier, ça s'applique dans notre quotidien aussi, là, avec nos familles et tout, là. Merci beaucoup du partage, c'est super intéressant. On pourrait ajouter les détransitionneurs également à la liste. Effectivement, c'est dans l'optique que tout est fluide dans le temps. Là. Entre autres, les personnes trans sont souvent confrontées, plus c'est en bas âge aussi, là, d'avoir la mentalité il va changer d'idée, il est trop tôt pour qu'il sache, c'est juste une phase. Ça, on l'entend tout le temps. Particulièrement avec les jeunes trans, parce que les parents ont peur de dire hey, on va s'embarquer dans des procédures qui vont faire que mon enfant fille va maintenant être un enfant garçon. Puis c'est un gros processus. Puis qu'est-ce qui va arriver s'il change d'idée? Qu'est-ce qui va se passer? Puis la majorité des jeunes ne changent pas d'idée. Mais ça arrive. Puis c'est pas un changement d'idée, en fait. C'est comme ça qu'il faut. C'est comment ton identité fluctue dans le temps. C'est pas une idée que tu as de dire aujourd'hui, je vais être trans. Non, clairement, tu passes par tellement de processus puis de détresse que c'est pas juste une idée qui te passe comme ça. Puis, ça se peut que oui, dans le temps, à un moment donné, tu reviennes à ton identité antérieure parce que c'est ce qui fait du sens pour toi à ce moment-là. Ça arrive de détransitionner puis de passer par le processus à nouveau, mais dans le sens inverse. Effectivement, c'est ce qu'on appelle détransitionner. Puis, ben là, selon les transitions qui ont été faites, là, les étapes passées, là, ça nécessite plus ou moins des changements là, au niveau médicaux, s'il a subi des chirurgies, pris des hormones, des bloqueurs d'hormones. Je ne sais pas exactement là, tout ce que ça inclut à ce niveau-là, mais effectivement, ça existe. Le fait d'être une personne trans et de détransitionner plus tard dans sa vie, là, selon le moment là, de sa vie, ça se peut aussi, là, on a parlé des enfants, c'est à quel âge qu'on peut commencer à ressentir ça, mais on en voit aussi là, des adultes accomplis avec une famille, rendus à 40, 50 ans, que ça fait toutes ces années-là qui disent être dans le placard, puis se cacher, puis complètement vivre leur vie de façon libre, même s'ils ont des enfants, ils passent par le divorce, ils vivent une vie complètement différente, mais des années et des années plus tard, c'est juste que ça fait longtemps qu'ils savent à l'intérieur d'eux que c'est comme ça qu'ils se sentent. Puis, j'ajouterais, Alexia, parce que j'ai des petites statistiques par rapport à la détransition. On dit que c'est moins de 2% des personnes ayant fait une transition qui le regrettent. Et dans ce moins de 2%-là, souvent, la personne, comme tu disais, peut revenir à, comme moi, à une fille cis, mais habituellement, la personne va plutôt jouer dans le spectre
On a vu au niveau de la binarité, donc elle ne reviendra pas nécessairement toujours à l'identité qu'elle avait à la base. Puis, pour les personnes qui ont eu recours à la chirurgie, on parle à peu près de plus ou moins 1%. C'est quand même peu de gens là, qui vont détransitionner. Oui, tout à fait. Merci. Donc, est-ce qu'il y a d'autres termes ou d'autres questions que ça vous suscite là, de voir ces différents mots-là, un à côté de l'autre? Des fois, on les entend de façon séparée, puis oui, je sais c'est quoi. Puis là, en les comparant avec d'autres, des fois, ça suscite des questionnements, des incompréhensions. Ou d'autres termes que vous avez entendus, des jeunes, des adultes qui viennent vous voir, puis qui font qui parlent d'eux, puis qui disent je sais pas c'est quoi ça. Des fois, on est gêné de le demander à la personne elle-même qui est là-dedans, puis de ne pas paraître un peu inculte. Souvent, gênez-vous pas aussi. Là, souvent, les personnes préfèrent que vous posez des questions que vous assumez ou que vous paraissez comme si vous savez de quoi vous parlez, mais que dans le fond, ça ne concorde pas avec ce qu'ils vous disent, puis ben, ça pourrait être un peu discriminatoire ou juste pas approprié. Là. Donc, n'hésitez pas à poser des questions de façon polie aussi. Là. On verra plus tard comment faire la différence entre ce qui est de la curiosité malsaine puis ce qui est des questions pertinentes à poser. S'il n'y a pas d'autres termes, d'autres questions, on va poursuivre, mais n'hésitez vraiment pas s'il y a des flashs qui vous viennent. En ce qui concerne les questions, Alexia, ouais. Des fois, pour les gens qui font partie de la communauté de la diversité sexuelle et de genre, un terme peut diverger aussi parfois d'une personne à l'autre. Donc, de leur demander, ça peut être vraiment pertinent, là, effectivement. On a M. Péchaud qui est la main levée. Oui, bien, je suis en train de réfléchir, puis je me dis, si on regarde cette émergence d'étiquettes, on vient se dire, on remet en question toutes nos étiquettes. On a vu beaucoup de rencontres cette année qu'on parle d'élèves qui ont des difficultés d'apprentissage qu'on nomme avec des étiquettes. Je pense que de plus en plus, il faut enlever ces étiquettes et accueillir les gens plus que de dire « Ah, ça, c'est ça ». Puis on a une tendance naturelle à vouloir placer les gens dans des cases. Ouais. Puis toute cette discussion-là me remet en question notre utilisation très grande d'étiquettes. Oui, puis ça revient, c'est important de laisser la personne s'étiqueter elle-même si elle le désire, parce qu'il y en a justement qui vont tellement être dans la fluidité, dans le temps, qui vont juste décider de ne pas s'étiqueter, puis ou de s'étiqueter aujourd'hui, puis demain, ça se peut que ça change. On utilise beaucoup le mot étiquette à la base, c'est ça qui est un peu, qui amène un genre de petit dégoût là, de comme étiquette. J'ai-tu besoin d'être comme ça tout le temps? Fait qu'il y en a qui décident de ne tout simplement pas s'approprier aucun des termes, puis de juste se laisser dans la fluidité, autant pour l'identité, l'expression, l'orientation sexuelle. Il y en a d'autres pour qui c'est rassurant d'avoir un mot pour les définir, puis que ça fait longtemps qu'ils se cherchent, puis qu'ils disent hey, tout ce temps-là, là, je ne savais pas qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de moi ou pourquoi j'aimais ça, puis le lendemain, ça. Puis là, j'ai compris parce que c'est comme ça que je suis, c'est parce que je suis une personne non-binaire. Puis là, il y a comme un stress qui tombe. Mais ça appartient tellement à la personne de dire, est-ce que, tu sais, réutiliser les mots que ces personnes-là utilisent aussi, tu sais, si la personne se décrit comme, moi, je m'habille autant en fille, en gars, dire, donc c'est une personne non-binaire. Donc, tu sais, si la personne utilise ce terme-là, réutilisez-le. Puis si celui-là, si vous ne savez pas de quelle façon que cette personne-là l'utilise, bien là, oui, de poser pour toi, c'est quoi être non-binaire? Tu sais, est-ce que c'est au niveau de ton identité de genre? Est-ce que c'est au niveau de ton expression de genre? Tu sais, de juste clarifier, mais effectivement, de ne pas assumer que les gens ont une étiquette. Effectivement. Très pertinent. Oui, effectivement, Karine, on va répondre à cette question-là un peu plus tard dans la présentation sur comment bien intervenir là, auprès de cette clientèle-là en milieu scolaire avec les enseignants. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais poursuivre. Oui, excuse-moi, j'en avais une petite. Ah oui. Je veux juste savoir au niveau du programme en sexualité du gouvernement, de commencer à parler de ce vocabulaire-là, c'est où au niveau des tranches d'âge? Je sais que les programmes sont très spécifiques avec des cadres. Donc, c'est à quel âge qu'on commence à effectivement parler aux jeunes? Je vais laisser Cindy répondre à ça.
Dans le fond, pour l'éducation à la sexualité, dès la première année, on commence à aborder la thématique identité, rôle et stéréotypes sexuels. Mais on ne parle pas nécessairement d'identité de genre. On va parler des stéréotypes sexuels avec les jeunes. Qu'est-ce que c'est? Et de ne pas rester là-dedans, d'aller au-delà, accepter les différences et que l'on soit né avec un corps de garçon ou un corps de fille, qu'on se considère comme une fille ou comme étant un garçon. On a le droit de faire les activités que l'on souhaite, d'avoir des goûts différents des autres. On apporte vraiment cette dimension-là. On parle de la transphobie, de l'homophobie en 6e année parce qu'on va aller avec l'acceptation des différences, aller parler du sexisme. Alors là, on va aller plus spécifique dans ces termes-là. Et en premier secondaire, là, on va vraiment aborder l'identité de genre. Spécifiquement, on présente d'ailleurs pour plusieurs la vidéo qu'on vous a présentée aujourd'hui parce que ça l'image vraiment toute le spectre qu'on retrouve à l'intérieur des différentes dimensions. On le voit vraiment dans un processus évolutif comme ça. Merci, Cindy. Pour la prochaine diapo, on a des statistiques en fait qui font juste renchérir le point que tout le monde a cette responsabilité-là de bien intervenir auprès de cette communauté-là, mais particulièrement en milieu scolaire où les jeunes sont confrontés vraiment beaucoup à des formes de discrimination et où les enseignants, les intervenants scolaires sont une excellente source là, de réassurance pour ces jeunes-là. Donc, de façon plus large, une revue systématique là, estime que les enfants et les adolescents trans, c'est environ 2,7 % de la population. Et à plus large spectre, donc si on inclut toutes les diversités de genre, incluant non-binaires et tout ce qui se trouve sur le spectre, ça augmente jusqu'à 8,4 %. Donc, quand même, c'est une partie à ne pas négliger de notre population qui fait partie de cette communauté-là. Et voilà. 39,5 des jeunes qui ont été questionnés dans une étude là, au niveau des milieux scolaires rapportent qu'ils ont vécu un climat hétérosexiste, intolérant et hostile par rapport à leur réalité LGBTQ. Ce qui est vraiment beaucoup. Là. On parle quand même d'un 40 % là, de cette communauté-là qui vivent de la discrimination au milieu scolaire, qui représente quand même une très bonne partie de leur quotidien, là, le milieu scolaire. Donc, c'est quand même impressionnant comme chiffre. 28,1 des jeunes trans en Estrie, donc une étude qui a vraiment été réalisée auprès de la communauté trans en Estrie, ont confié que leur identité de genre a été... ont confié leur identité de genre à des personnes issues du corps professoral, là, donc des enseignants, des intervenants scolaires, d'où l'importance que tout le monde qui travaille dans une école ait une certaine base là, au niveau de cette intervention-là auprès de ces jeunes-là pour pouvoir être mieux outillés puis être capable d'accueillir là, de façon adéquate ces confidences-là. Dans cette même étude-là, on a aussi montré que 10,5 % des jeunes trans à Sherbrooke, encore là, en Estrie, ont affirmé avoir abandonné leur étude, changé de classe, changé d'école liée à leur identité de genre, donc suite à de la discrimination, à de l'intimidation, des conflits peut-être là, avec justement les enseignants, les intervenants. Donc, 10,5 % des jeunes qui lâchent l'école, alors qu'on est rendu à ce niveau-là, particulièrement pour vous, c'est des jeunes qui sont là dans des situations un peu précaires, entre autres de l'immigration, francisation, accompagnée de DI, de TSA. L'éducation est primordiale pour eux. Là. Fait qu'on ne peut pas vraiment se permettre de voir ces jeunes-là abandonnés ou de faire troubler leur éducation là, liée à leur identité de genre. Et finalement, 65 % des jeunes trans entre 14 et 25 ans, qui est une tranche d'âge qui s'applique, mettons le 14, on est bas un peu, là, mais jusqu'à 25 ans, qui s'applique quand même à votre clientèle, qui souffre de détresse psychologique, ainsi que 64 % qui disent s'être auto-mutilés et avoir eu des idées suicidaires. Donc, on a plus que la moitié de ces jeunes-là qui ont une détresse psychologique importante, là, qui souffrent à l'intérieur d'eux puis qui ont besoin d'un support, qui ont besoin d'aide, là, tout simplement. Donc, voilà, très vrai. Merci, Karine. Effectivement, ça renchérit le point, d'où c'est
c'est important que tous et toutes soient au goût du jour à ce niveau-là pour être en mesure là, d'être un bon intervenant. Et juste pour ajouter sur le fameux 65 et 64 qui peuvent nous paraître très élevés. Là. Ouais. Tantôt, Annick parlait de l'ouverture, de l'entourage. Bien, lorsque un jeune a un entourage qui est à l'écoute, ça va diminuer de beaucoup le pourcentage. Et là, malheureusement, je ne peux pas vous le donner. Là, je vais retourner faire des petites recherches rapides, mais ça diminue énormément. Enfin, donc, l'ouverture, l'écoute, là, primordiale. Puis l'école aussi là, peut être un facteur de protection dans ce cas-ci. Là. Ces statistiques-là, en tout cas, corrige-moi si je me trompe, Cindy, mais je pense pas que c'est-tu des jeunes qui ont avoué ça strictement à l'école? Parce que sinon, justement, c'est ça, l'école peut être un facteur de protection aussi là, dans la façon qu'ils vivent leur identité. Là. Donc, pour la prochaine partie, vous allez avoir 2 mises en situation possibles. Je vais vous les expliquer en premier là, rapidement. Mais en fait, non, on va vous envoyer dans des groupes séparés puis on va vous mettre les photos là, des mises en situation là, de ces diapos-là dans le chat pour que vous puissiez y avoir accès. On va vous laisser à un certain moment, là, je ne sais pas combien de temps il était prévu, là, on peut se laisser un 10-15 minutes pour répondre aux 2 mises en situation. C'est des mises en situation qu'on a adaptées pour un milieu scolaire aux adultes. Et considérant que vous êtes des intervenants psychosociaux là, qui intervenez auprès de cette clientèle-là. Donc, c'est d'essayer de réfléchir comment vous répondez à ces 2 jeunes-là. Il y en a 2, une de 19 ans, un de 21 ans. Comment vous répondez, comment vous les aidez, puis c'est quoi vos rôles là-dedans, qu'est-ce qui est important à prendre en considération dans vos interventions. Puis, on va partir de ça là, pour voir c'est quoi les meilleures attitudes à adopter là, auprès de cette clientèle-là pour la deuxième partie de la présentation. Essayez vraiment de ressortir des éléments importants là, à considérer dans les 2 mises en situation. N'hésitez pas à partager des expériences que vous avez eues aussi là, avec des jeunes par le passé, si ça vous est arrivé d'être confronté à des situations dans le genre. Puis on va faire un retour en grand groupe aussi là, pour partager les réponses puis se faire un petit échange à ce niveau-là. Alors, on est toutes de retour. 15 minutes, ça l'a passé vite, hein? Oui, tout à fait. Ça génère des conversations et des réactions. C'est exactement ça qu'on cherchait à faire. Donc, on va prendre les réactions à chaud là, après l'exercice, ceux qui sont volontaires là, pour partager les réponses pour la situation numéro 1 de Sabrina. Est-ce que l'équipe... Moi, j'étais dans l'équipe 1, puis on a fait juste une des situations, puis c'est pas elle. Est-ce que l'équipe 2, vous avez parlé de Sabrina? Moi, je ne sais plus, j'étais dans quelle équipe. Nous, on en a parlé un peu. Je ne sais pas, j'étais dans quel numéro d'équipe, par exemple, mais je ne sais pas si... Julie, je trouve que tu as apporté des bons points là, dans notre conversation. Je ne sais pas si tu veux les partager, sinon je peux être la porte-parole aussi. Là. Ben, je peux le faire, ça ne me dérange pas. Moi, je me sentais j'avais un peu le syndrome de l'imposteur parce que je ne suis pas intervenante psychosociale, je suis au récit. Mais ce que je disais, entre autres, c'était que ce qui était important, c'était la création de liens avant peu importe quelle intervention. Tu sais. Puis quand l'élève se sent entendu, se sent écouté, c'est pas mal la même affaire, mais je veux dire, se sent regardé, c'est ce que j'allais dire. Mais pour vrai, là, tu sais, là, qui a notre attention, ben ça permet souvent une ouverture. Puis on disait que ça ne veut pas dire que c'est notre champ d'expertise, ça, mais puis que souvent, tu sais, on entend un paquet d'informations, mais amener l'élève à dire, hey, sais-tu, renseignons-nous ensemble, tu sais, sur le sujet, ça avait quelque chose, là, tu sais, aussi qui participait à la création de liens, tu sais, qu'au moins l'élève, ben, elle allait se sentir bien à un endroit, tu sais, puis elle pourrait prendre confiance, là, tu sais, en elle. Puis il y avait aussi le bout où on disait que ça devenait incapacitant pour elle par rapport à l'école. Mais pourquoi par rapport à l'école? Il y avait peut-être un nœud à les défaire, là. Tu sais, c'était peut-être plus grand que juste ça. Tu sais. Fait que bref, c'est résumé, là. Si j'en oublie, vas-y, allez-y. Là. Il y avait aussi Gabrielle, si ma mémoire est bonne. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui veut ajouter à ça. Moi, c'est
C'est bien, c'est un peu ce qu'on disait, là. Ça Mhm. résume bien, toujours accueillir, sensibiliser avant, tu sais, voir autour, accueillir la personne, puis toujours l'impliquer dans les sites, là, dans le fond, là. C'est un petit peu ça, même pour les deux, là. Ouais. Est-ce que dans d'autres groupes, il y avait... Je peux peut-être partager, j'avais une expérience un petit peu au niveau de oui, Ouais. puis après. Donc, je faisais le partage que j'avais regardé avec une de mes élèves, de voir ça comme le petit kit à porter. Puis, comme je leur ai dit, qu'on regardait autant au niveau des infirmiers, infirmières, médecins, que des équipes de décontamination qui vont sur des lieux, ils ont un kit à porter. Donc, que ce soit indépendamment de qui ils sont, de leur valeur, puis tout ça, c'est pas important parce que quand ils arrivent dans ce milieu-là, ils portent ce petit kit-là. Fait qu'avec l'élève, on avait réussi justement à départir de, dans ta famille, il faut que tu portes ce petit kit-là. Puis, d'enlever le jugement parce qu'il était très, très religieux, puis même Internet, le diable, là, donc on ne pouvait pas embarquer avec de l'information. Mais ça lui a permis je joue un rôle où je mets un petit kit, mais à travers le petit kit, en dessous, je peux être ce que je veux. C'est tout correct, il n'y a pas de problème. Mais pour avoir droit à ma famille, puis tout ça, comme avoir droit à mon emploi, il y a un petit kit qui est imposé. Fait qu'on a fait comme ce petit twist-là et ça, effectivement, ça s'est mis à l'aider à comme, être capable de mettre dans des sphères spécifiques sans se sentir jugée ou sans être obligée de négliger qui elle était ou de refouler qui elle était. Je peux être totalement moi, le gars ou la fille qui travaille en décontamination, là, elle aura le kit qu'elle voudra en dessous. Elle est professionnelle, ça, donc d'aller chercher le meilleur qu'on peut à travers ça. Fait que c'est une des solutions qu'on avait trouvées ensemble. Effectivement, c'est bien imagé. Puis je vais prendre ça pour faire le lien avec le fait que dans cette situation-là aussi, quelque chose qui est important à considérer, c'est la sécurité du jeune. Donc, dans un cas comme ça, où il y a une sous-jacente de culture, de religion, on parle Internet, le diable, on s'entend que ce pas des énergies positives là, qui sont associées à ça. Il y a une menace de rejet de la maison dans ce cas-ci. Il faut prendre ça en considération. Il faut écouter le jeune là-dedans. Puis, Julie, pour ajouter, là, entendre, écouter, c'est deux choses tellement différentes. D'entendre, c'est correct, mais ça ne t'oblige pas à rien faire, d'écouter. Après ça, tu es obligé de prendre cette information-là. Tu as la responsabilité d'aider le jeune dans cette situation-là. S'il y a une menace à sa sécurité au niveau de l'hébergement, le réseau familial, le revenu, la nourriture qu'elle a sur la table, il faut prendre ça en charge. Il faut s'assurer que le jeune, est-ce que tu sens un danger imminent d'être jeté de ta maison ou tu as l'impression que c'est juste parce qu'ils sont fâchés, mais qu'ils ne le feront pas, de s'assurer que le jeune est dans un environnement sécuritaire et que s'il est vraiment menacé, est-ce qu'il y a des ressources? Qu'est-ce qu'on peut mettre autour de lui pour assurer un filet de sécurité? C'est un élément important à prendre en compte dans la situation. On peut ouvrir aussi la notion de sécurité, la sécurité physique, mais inclure là-dedans aussi la sécurité affective. Là, je pense que c'est en lien avec ça. Le fait qu'il vive du rejet, tout ça, des fois, non, il va être nourri quand même, tout ça, c'est pas tant ça, mais il ne se sent pas en sécurité, effectivement. Il va perdre les choses autour de lui, il va perdre ses repères. Je pense qu'il faut les considérer, des choses qu'on n'a pas d'accès à. On n'a pas de poids, mais on a accès là, pour en discuter, là, pour comprendre. Oui. Puis je voulais faire du pouce aussi, je ne voyais pas à ce moment-là, j'avais la présentation, mais la personne qui a fait le témoignage par rapport à son fils homosexuel, on a parlé du fait que de dire que c'est correct, il n'y en a pas de stress, tu fais ce que tu veux, c'est correct, d'enlever cette ambivalence-là de comme, je ne sais pas où je me situe entre ces deux choses-là, mon identité, mon expression, ça ne correspond pas, de juste dédramatiser ça puis dire, hey, montrer, on en a parlé dans notre petite chambre aussi, de montrer l'outil, la licorne, personne, genre, là, ici, là, dans cette catégorie-là d'identité de genre, toi, tu es là. Puis ton expression de genre, tu es plutôt là. Puis c'est correct. Ça existe, puis c'est correct comme ça. Il n'y a pas de stress avec ça, de normaliser, de la laisser, de se laisser le temps de choisir, d'expérimenter, puis que ça peut changer dans le temps. Ça l'amène à un sentiment de confiance aussi envers la personne. Je ne sais pas s'il y avait d'autres gens qui avaient d'autres aspects. Au niveau de la culture, dans ce cas-ci, la situation, c'est au niveau de l'origine, des croyances, mais ça pourrait être
n'importe quelle réalité que la personne vit qui fait que c'est comme une double difficulté dans sa vie. T'sais, elle vit sa difficulté LGBTQ, mais elle vit aussi sa difficulté de personnes immigrantes, de personnes qui doivent apprendre sans parler français, de personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle, elle est peut-être TSA, elle a un développement atypique, quelque chose qui rend son parcours comme personne doublement, une double épreuve, là, on appelle ça l'intersectionnalité. Donc, de dire qu'elle est à l'intersection de ces deux réalités-là, puis de prendre ça en considération quand on intervient auprès de cette personne-là, qu'il n'y a pas juste sa réalité LGBTQ là-dedans qui la tracasse, il y a aussi le fait que sa famille ne l'accepte pas pour des raisons religieuses. On ne peut pas tout connaître les réalités de toutes ces personnes-là. On s'entend, on en voit plein, mais de garder ça en tête quand on intervient auprès de ces personnes-là, c'est quand même important. Au niveau culture, mais comme je dis, développement atypique aussi, là, ça rentre là-dedans. S'il n'y avait pas d'autres interventions, je passerais à la mise en situation numéro 2, que l'autre équipe a plus travaillé. Donc, je vous laisserai la parole là, à ce niveau-là pour la première, pour réagir comme ça sur le vif. Et moi, je peux mandater des gens. Je suis super bonne pour faire ça. Martin, tu as plein d'idées. Oui, mais il ne faut pas me donner trop de place. Moi, j'ai raconté aux gens que j'avais vécu la situation avec un élève qui est arrivé dans notre programme, puis qui était, j'allais dire qu'il s'appelait Charles. Il s'appelle Charles sur la liste, mais il a demandé à ma collègue qui l'avait accueilli de l'appeler Doom. C'était le surnom que ses chums lui donnaient quand il jouait à Doom, puis il était en transition vers une opération. Il a quitté le programme 2 ans plus tard, il s'appelait Dolores, mais entre-temps, il voulait qu'on l'appelle Doom. Puis moi, quand j'ai pris les présences dans l'après-midi, j'ai nommé Charles, puis là, il s'est mis à pleurer. Puis j'ai dit, qu'est-ce qui se passe là? Et là, il m'a raconté comment, à chaque fois qu'on l'appelait Charles, ça venait y rentrer dedans, parce que, puis bon. Là, j'ai dit, écoute, moi, là, ce que tu fais dans ta vie, j'ai pas de jugement là-dessus, ça ne me sert à rien, ça ne me change rien. Mais c'est ça qui est écrit sur la liste. Fait que ça se peut que des fois, je t'appelle Charles, là, mais c'est jamais pour te remettre en question sur ton identité sexuelle, c'est juste parce que ça va être écrit comme ça. Puis quand je vais rentrer des noms, puis si tu as un diplôme, pour l'instant, le diplôme va être attribué à Charles. On est obligé de vivre avec ça. Mais moi, que tu t'appelles Charles ou que tu t'appelles Doom, ça ne me change rien. J'ai plein d'élèves que j'appelais Jean-François qui veulent se faire appeler JF. Qu'est-ce que ça change? Fait que j'avais essayé d'enlever du poids à quelque chose où il n'y en avait pas. Moi, quand j'ai nommé les présences, puis j'ai demandé est-ce que Charles est là, c'était juste pour savoir s'il y avait un individu élève qui était dans la classe, puis qui était présent. Après ça, qu'est-ce qu'il fait le soir, avec qui il veut dormir, puis qu'est-ce qu'il regarde, ça ne m'intéresse pas. Puis je ne fais pas non plus, quand je fais la nomenclature, je ne demande pas qui est végétarien, qui mange de la viande. Je ne veux pas savoir qui tripe sur le hockey, qui tripe sur le baseball. Ça ne change rien. Notre relation est purement pédagogique. Ce que j'avais travaillé beaucoup avec cet élève-là, c'était de dire oui, il y a une réalité, puis oui, dans une récréation, si tu veux m'en parler, je suis tout à fait ouvert à t'entendre, mais dans la classe, notre relation est purement pédagogique. Je t'interpelle parce que je veux travailler avec toi. Ça se peut que des fois, je m'échappe et que je t'appelle Charles. Fais juste me redire non, appelle-moi Doom, puis on continue, là, mais jamais, quand je dis Charles, je m'attaque à ton identité. Ce n'est pas mes affaires. Ça ne me regarde pas ce que tu vis. Pas ça ne m'intéresse pas, mais au moment où je prends une présence, ça n'a aucun rapport. Je prends une présence des végétariens comme je prends une présence des Anglais, des Français. Je prends une présence de tout le monde. Puis je suis obligé de les interpeller avec ce qu'on me donne, une liste de noms. Fait que on a travaillé beaucoup avec cet élève-là à ce qu'il ne voit pas d'autres messages en arrière que « Hey, je t'ai appelé par ton nom, puis j'ai besoin de t'identifier ». Fait qu'on avait vécu une situation qui était un peu similaire, ce qui fait que comme je suis en train de le faire là, j'ai pris beaucoup de place dans notre discussion. Que c'est de la faute à Karine, ça me laisse parler. Voilà. Non, mais c'est un élément important aussi de dire que l'erreur, ça peut arriver dans le sens que le message, dans des situations comme ça, ne se rend pas nécessairement. Là, dans cette situation-là, il y a des demandes verbales répétées, puis les professeurs continuent de ne pas utiliser son prénom choisi. On est ailleurs, mais quand on en parlait, quand le changement de nom n'est pas fait de façon légale, les listes de présence vont continuer à être imprimées de base comme ça avec le prénom de naissance avec lequel l'inscription a été faite légalement. Après ça, comme Martin a dit, si le jeune demande qu'on l'appelle d'une autre façon,
aussi simple que de le respecter. Mais encore plus loin que ça, il y a une responsabilité derrière ça, d'appeler le jeune par son nom choisi, non pas juste parce que ça lui fait plus plaisir, puis que c'est le même, c'est son surnom, puis c'est comme ça. Quand il y a une implication d'identité, au moment où on choisit délibérément de ne pas appeler le jeune par son prénom, par ses pronoms aussi, on vient à l'encontre de la Charte des droits et libertés de la personne. Donc, ça va plus loin que de juste dire « je prends les présences, puis si tu veux, je t'appelle JF, c'est JF », puis ça va plus loin que ça quand c'est répété. Une fois, une erreur. Puis les jeunes, souvent, là, les personnes dans ces situations-là comprennent le fait qu'il y a des aspects légaux derrière ça qui font que ça ne peut pas être toujours facilement simple, réussi du premier coup. On a droit à l'erreur, on s'excuse, on se reprend, puis on ne recommence pas, ou on verbalise, écoute, c'est de l'adaptation, je m'excuse, ça fait des mois qu'on se connaît, ou je ne te connais pas. Il y a moyen de s'excuser, puis c'est souvent bien pris, c'est accepté. Mais quand c'est répété et c'est répété et c'est répété, bien là, derrière ça, il y a des obligations légales qui font que c'est considéré comme la discrimination. Ça vient à l'encontre de ses droits de choisir comment il s'appelle, comment il s'identifie. Donc, voilà, par rapport à ça. Dans un contexte d'intervenant aussi, quand vous accueillez ça dans un moment privé, vous recevez des confidences, on l'a dit tantôt, vous devenez responsable de ce jeune-là et de ses demandes et de ses besoins. Donc, si le jeune a besoin que vous l'accompagniez pour justement aller élargir ça pour que tous les professeurs soient au courant et mettent ça en place comme action de ne plus le mégenrer, ne plus utiliser son prénom de naissance, il vous fait confiance. Fait que vous devez un peu prendre votre responsabilité là-dedans, un peu beaucoup même, et intervenir auprès du reste de l'équipe qui est présente dans le dossier ou les enseignants et tout. Richard, c'est aussi une occasion d'en discuter avec l'ensemble des élèves. Effectivement, c'est important toujours de respecter le rythme de ce jeune-là. Donc, si c'est en privé, de voir est-ce que tu aimerais ça que ce soit aussi tous les élèves de ta classe qui sont au courant pour ne pas justement que ça t'arrive avec les élèves, avec d'autres enseignants. De voir avec lui jusqu'où il veut aller dans sa transition, dans son dévoilement, dans son auto-identification, puis de l'accompagner là-dedans, de respecter son rythme. Oui, Martin? Mais moi, ce qui m'inquiétait avec mes collègues quand on a eu une situation comme ça, c'est que là, il y en a qui voulaient justement devenir des intervenants, là, puis se mettre à se mêler de ça. Puis là, c'est là où j'ai dit à mes collègues, hey, rappelez-vous, nous autres, notre relation, elle est pédagogique. Et on est là pour les cours. S'il veut nous en parler, on peut l'écouter, mais allez pas lui dire « Hey, viens, je veux que tu me parles de... » Non, je ne sais pas de tes affaires, ce qu'il fait dans sa vie privée, puis ça ne te regarde pas. Comme tu n'irais pas demander à un élève végétarien, explique-moi pourquoi tu manges des légumes maintenant, puis tu ne veux plus manger de viande. Fait que je trouvais que c'était important de faire la nuance. Puis c'est ça, tantôt aussi, quand Julie mentionnait qu'on n'a pas d'expertise, je n'ai pas d'expertise à avoir, mon expertise, elle est pédagogique. Tout ce qu'il vit, là, il y a des gens qui transitionnent avec lui et qui font des démarches avec lui ou elle, là, où on faut faire attention. Là. Et cette personne-là est déjà accompagnée. Il y a déjà des experts qui font la job. Moi, il faut juste que j'accepte ça, mais ce n'est pas ma job d'être expert là-dedans. Ce n'est pas ma job de l'accompagner là-dedans. Il faut juste que je l'accepte. Que, comme tu dis, je fasse attention aussi de ne pas y faire des micro-agressions. Puis que je fasse attention à qui il est. Mais ça, c'est vrai pour tous les élèves. Si un élève se fait traiter de niaiseux, je ne dis pas « Ah, ça, c'est pas dans la charte, je ne m'en mêle pas. » Non, non, si quelqu'un se fait traiter de niaiseux, j'interviens tout de suite. C'est cette mesure-là que je trouvais qui était difficile. J'avais un collègue là, qui voulait « Hey, on devrait-tu faire une réunion, on devrait-tu organiser des rencontres? » Hey, non, 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 non. Si ce n'est pas demandé, on ne va pas là. Ce n'est pas notre job de faire ça. Fait qu'il y a tout cet aspect-là que je trouvais qui était difficile. C'était des enseignants qui étaient mentionnés dans la tâche 2. C'est ce bout-là, moi, qui m'inquiète toujours un petit peu là, quand les enseignants se disent hey, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Rien. C'est pas supposé de changer quoi que ce soit à ta relation pédagogique. Toi, tu enseignes le français aujourd'hui, là, ben, tiens-toi en français. S'il n'y a pas de raison de te mêler de d'autres choses que du français, tu fais que du français. Il n'y a pas quelque chose qui est attendu de plus. Fait que ça, je trouvais que c'était quelque chose qui est un peu difficile à gérer. Je sais pas, le dosage dans notre implication là-dedans. Cindy, je vois que tu veux y aller. Si oui, ben, je trouve que c'est des éléments vraiment intéressants que tu apportes.
Martin, puis on a chacun des rôles. Puis quand on est le premier intervenant, que l'on soit psychoéducateur ou enseignant, qu'on reçoit les confidences, là, on va prendre le lead, si on veut, pour un certain temps pour dire, OK, tu t'es confié à moi, je suis la personne de confiance. Tu sais, vous êtes la personne de confiance que l'élève a choisie. Donc, à ce moment-là, on se doit de faire un petit bout de chemin avec la personne en respectant son rythme. Puis peut-être que c'est nous qui va aller aviser, bon, OK, tu aimerais qu'on t'appelle par le prénom Joe au lieu de, je ne sais pas moi, Cindy, bien, je vais le faire, le message. Puis si la personne a besoin d'un soutien pour parler, bien, à ce moment-là, c'est intéressant d'avoir dans nos milieux aussi, de savoir qui sont les intervenants, tu sais, qui gardent leur connaissance à jour par rapport à cette thématique-là. Qui sont à l'aise aussi. Parce que quand on reçoit, qu'on soit à l'aise ou non, on se doit d'accueillir puis de s'assurer qu'il y a des choses de mise en place autour de l'élève. Et là, de déterminer, il a déjà un suivi ou elle a déjà un suivi. Il faut faire attention, on va en parler tantôt, mais tu sais, des questions qui sont plus là par curiosité. Des fois, c'est parce que le sujet nous intéresse, puis là, on aimerait tant comprendre. Mais peut-être que la personne n'a pas le goût de commencer à tout nous dévoiler comment elle vit ça personnellement, puis elle va le faire avec une personne spécifique, l'intervenant ou autre à ce moment-là. Fait que de déterminer un peu quel sera le rôle de chaque personne dans le milieu, ça peut être drôlement intéressant quand on voit qu'il y a des gens qui veulent peut-être un peu aller trop loin dans leurs interventions. Ouais. Parfait. Merci Cindy. Puis dans l'ensemble, ce qu'il faut retenir, là, puis ce qui est ressorti, nous, dans notre petite salle, c'était que le mot d'ordre ici, c'est beaucoup de sensibiliser. C'est non pas votre rôle de nécessairement jouer à l'avocat, de dire là, tu n'as pas dit ça, tu as utilisé tel mot, c'est pas correct. Tu sais, on ne veut pas être dans la défensive. En fait, on veut être un grand regroupement de personnes qui veulent le bien-être de toute la communauté étudiante. Donc, que tu sois au niveau de la direction, enseignant, intervenant, tu es peut-être réceptionniste au secrétariat. Là, tu sais, dans tous les cas, ce qu'on veut, c'est qu'en grande équipe, là, on s'assure que le climat puis le bien-être de nos enfants, de nos jeunes, je suis habituée de travailler avec des plus jeunes, là, le bien-être de toute la communauté scolaire est au meilleur qui peut être grâce à nos interventions, à notre accueil. Fait que, c'est comme Cindy a dit, c'est vrai que chacun a certaines responsabilités, certaines tâches, plus au niveau pédagogique ou quelque chose, mais qu'en grand groupe, en grand ensemble, on doit travailler dans la même direction pour établir des politiques en termes de discrimination, des plans d'action si on est témoin, si on est victime, si on est auteur de tous des incidents de discrimination basés sur l'identité de genre, mais aussi sur la race. Comme intervenant, comme membre du personnel, je dois faire telle chose. Ça, c'est commun pour tout le monde quand même. Oui, Julie. J'allais ajouter que, tu sais, dans le fond, quand tu dis la sensibilisation, ça ne veut pas nécessairement dire aller voir tout le monde et dire « Hey, on va vous faire une formation sur le sujet ». Des fois, c'est juste arranger les moments où on va être en mesure soit de recevoir ou soit de diffuser de l'information. Tu sais. Exemple, le plus souvent possible, vu que je travaille avec les Premières Nations et les Inuits, j'essaie de dire un peu partout que dans leur culture, c'est un manque de respect d'argumenter. Maintenant, regardez le renouveau pédagogique, ce n'est que ça, de l'argumentation. Et quand un élève autochtone arrive en classe, il y a des grosses possibilités que ce soit, il y ait tout un clash qui existe pour lui. T'sais. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il argumente? Pas en tout, mais ça veut dire qu'en tant qu'enseignant, il faut le savoir pour pouvoir respecter le fait que pour lui, c'est un manque de respect et l'amener graduellement à comprendre qu'en classe, à cause du renouveau, il va être amené à le faire. T'sais. Fait qu'on disait à un moment donné, c'est d'arriver les deux au milieu du pont. T'sais. C'est pas vrai que c'est l'élève à traverser tout le pont, mais c'est pas vrai que c'est au prof à traverser tout le pont non plus. Mais c'est de faire en sorte que les deux arrivent au milieu. T'sais. Puis, dans le fond, dans le cas, genre, ça m'est venu en relisant là, la situation 2,
Ça dit que les amis de Julien sont au courant, tu sais. Moi, je suis pas bonne avec les noms. Moi, je suis pourrie, OK? Même peu importe les lettres. Moi, je finissais toujours par les appeler Hermineux Gilles. OK? J'ai enseigné en formation à distance, je me mélangeais tout. Tu le savais, OK? Je leur disais, je faisais de l'humour avec ça, OK? Mais peut-être qu'on pourrait le dire dans la classe, tu sais, dire, hey, écoutez, je suis pas bon avec les noms. Pas besoin de noms. Si vous voyez, je me trompe. N'hésitez pas, peu importe qui, dites-le moi. Tu sais. Puis là, ça amène comme une espèce de dynamique de groupe. Tu sais. Ouais. Fait que c'est juste ça, voilà. Oui, merci beaucoup, Julie. Karine, je pense que ta question va peut-être plus être répondue par Cindy. Oui, dans le fond, tu disais nos élèves qui étaient. Oh, je suis ouverte, oui. Okay. Nos élèves qui étaient en FPT, FMS n'ont pas eu accès aux cours d'éthique. Je te dirais, l'éducation à la sexualité primaire, secondaire n'est pas attitrée dans un cours en particulier. Oui, on l'enseigne davantage en éthique, mais j'ai accompagné, en tout cas, du moins pour mon centre de service scolaire, j'ai accompagné des enseignants en FPT, FMS pour l'éducation à la sexualité. Fait à vitesse variable, il y a certains jeunes qui, oui, ont eu de la sensibilisation. Puis, on a aussi des organismes communautaires qui font parfois des kiosques sur l'heure du dîner. Donc là, on va chercher une clientèle plus vaste. C'est variable. Mais ce que je voulais dire, c'était que c'était à géométrie très, très variable. Ouais. Puis c'était pas canné. Mais c'est pas canné non plus, en fait, au niveau du secteur régulier. Mais du moins, là, pour la FGA, la clientèle qu'on reçoit énormément, c'est notre clientèle FPT, FMS ou ILSS là, qui viennent de faire leurs 2 ans de francisation. Donc, tout ce questionnement-là, cet éveil-là, cette sensibilisation, ce n'est en fait pas fait. Et des fois, quand c'est la responsabilité de tous, bien, ça revient à c'est la responsabilité de personne. Donc, c'est un peu mort dans l'œuf. Puis, je sais que je travaille avec beaucoup de centres FP, FGA là, qui vont s'actualiser puis faire en sorte que le plan de lutte prenne vie. C'est la géométrie aussi variable. Donc, il y a des centres qui sont très avancés, d'autres centres qui ne l'ont pas mis encore sur pied. Mais sachez que c'est aussi un aspect à aller inclure au plan de lutte parce qu'il y a des actions que les centres peuvent faire. Donc, Tout à fait. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires, questions sur la situation 2? Parfait. Ouais, les types de transition. Donc, un mot rapide, là, juste pour, dans la mise en situation, justement, de Julien, on en a vu, je pense qu'on en a vu 2. Donc, la transition légale, c'est vraiment le changement de nom et mention de sexe au niveau de l'état civil. Donc, c'est ce qui fait qu'un coup que ça va être accepté, que les démarches vont être complétées, le nom au niveau du certificat de naissance, au niveau de les listes de présence, là, tout ça sera changé de façon légale. Au niveau social, c'est vraiment le dévoilement à l'environnement social, famille, amis, école, professeurs, collègues. Donc, c'est la personne qui choisit elle-même de changer son prénom, ses pronoms, peut-être de subir une expression de genre différente de ce qu'elle était habituée d'avoir. Donc, ça se fait vraiment de façon personnelle. Finalement, la transition médicale, c'est avoir recours à des traitements hormonaux, des chirurgies pour poursuivre la transition là, à un autre niveau, au niveau corporel, là, entre autres. Juste pour ajouter, Alexia, la transition légale va vraiment faciliter tout ce qui est le changement de nom dans les listes qu'on a vues à notre mise en situation 2, mais tant que celle-là n'est pas faite, rien n'empêche qu'on peut essayer, nous, à l'interne, de faire les modifications là, pour éviter autant que possible là, de mégenrer ou d'utiliser le mauvais nom de la personne. Là. Il y a des formalités, des fois, comme ça, qu'on peut prendre en considération dans notre propre milieu. Là. Puis quelque chose à retenir aussi, c'est que c'est pas, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas d'étape, il n'y a pas une nécessité, une obligation de subir un ordre ou les 3 transitions pour avoir complété sa transition. Donc, c'est pas tout simplement le fait de compléter sa transition, ça n'existe pas. Donc, si la personne choisit de seulement subir une transition sociale, de seulement s'auto-identifier comme un genre différent qu'elle avait auparavant, et de ne pas subir de chirurgie, pas prendre de bloqueur d'hormones, pas changer son nom légalement parce que ça n'implique pas ça comme nécessité, c'est quand même une personne trans. Il n'y a pas d'étape, il n'y a pas de... Ça peut rester comme ça.
Pour ce qui est des obligations, être un bon allié, un bon intervenant, donc comme je l'ai dit, avec la situation, entre autres, de Julien, il y a des obligations légales qui encadrent l'utilisation d'un pronom, d'un prénom qui reflète ce que l'adulte demande. Donc, il y a des articles là-dedans qui stipulent que la personne a le droit à sa dignité, son honneur, le respect de sa vie privée, que toute personne a droit au respect de ses droits et aucune discrimination, d'exclusion basée sur l'identité, l'expression de genre, l'orientation sexuelle. Donc, tous ces articles-là, puis de ne pas l'empêcher, basé sur ça, d'avoir accès à des lieux publics, les établissements scolaires. Tous ces articles-là, en fait, viennent mettre une obligation sur le fait que vous intervenez auprès de cette clientèle-là et donc vous devez respecter ses demandes, sans quoi, effectivement, ils peuvent avoir une forme de conséquences légales. À quel niveau ça va, Cindy, je pense que tu seras plus outillée pour répondre à ça, mais c'est certain que le jeune, la personne qui subit ces micro-agressions-là, ces discriminations-là, ça vient contre ces droits-là. Et de mettre aussi en place des mesures pour assurer le développement du jeune, non seulement personnel, mais dans le milieu scolaire. Donc, ce qu'on disait aussi, c'est quand on reçoit des confidences, quand on reçoit des vécus, des émotions, il ne faut pas juste les laisser en suspens, il faut s'activer et mettre en place des actions pour protéger ce jeune-là et assurer son développement de façon optimale avec les élèves, les autres membres du personnel, adapter des plans de lutte, les mettre en place, les prôner, les sensibiliser le personnel à tout ça. Donc, ça fait partie d'une obligation qu'on dirait même légale. Ensuite, ce qui est à privilégier, donc des interventions là, à garder en tête comme intervenant, comme allié aussi, on l'a mis parce que, comme on disait tantôt, c'est dans un contexte scolaire dans le cas de cette présentation-là, mais dans la vie de tous les jours, c'est toutes des interventions qui peuvent définitivement être utilisées. Donc, en prévention, comme intervenant, ce que vous pouvez faire, c'est démontrer votre ouverture et afficher clairement que vous êtes un allié. Donc, je ne l'ai pas ressorti, là, mais il y a des affiches qui existent préfaites, qui se commandent, qui se font imprimer et que vous pouvez mettre sur votre porte de bureau, dans votre bureau, qui démontrent que vous êtes un allié, que vous êtes ouvert à la communauté LGBT. Là. Ça peut mettre définitivement les jeunes qui rentrent, qui viennent vous voir en confiance pour que vous puissiez intervenir de façon optimale auprès d'eux. Effectivement, Richard, là, ça peut être les outils légaux, là, c'est des arguments là, en faveur du fait que du personnel qui résiste et qui continue là, de mégenrer, d'utiliser les mauvais prénoms. Là. On n'est pas la police non plus, là, mais ça peut être une bonne façon là, de sensibiliser ces personnes-là. Merci pour l'intervention. Ensuite, en prévention aussi, d'utiliser un langage inclusif et non genré. Ce qu'on entend par là, quelqu'un parlait de ça tantôt, de dire est-ce que tu as un partenaire plutôt que de dire un chum blonde précisément, dans le sens d'assumer que si c'est une fille qu'on a devant nous, elle va avoir un chum, d'utiliser juste le mot partenaire ou d'inclure les deux. Encore là, blonde, chum, ça reste féminin, masculin, ça reste très binaire. Donc, partenaire inclut tout le monde, sans exception, d'utiliser le moins possible des mots comme mon beau, ma belle, coco, cocotte. Là, c'est sûr que vous sont plus vieux. Là. Moi, c'est comme un réflexe d'utiliser ça là, avec des bébés ou des jeunes enfants. Mais tu sais, tous des mots justement genrés qui fait qu'il y a une connotation féminine, masculine derrière ça. Éviter ça le plus possible, privilégier plutôt d'utiliser des mots généraux ou de juste pas utiliser ces mots-là. Juste bonjour, comment ça va? Pas besoin de dire bonjour, ma belle, tu sais. Avoir une personne ressource, donc comme on l'a dit tantôt, j'ai entendu entre autres qu'il y en avait qui avaient des sexologues dans leur environnement ou quelqu'un justement qui se tient à jour, qui est plus au courant de comment, de ce qui est affiché, ce qui est présenté. D'avoir cette personne-là ressource, ça peut aider à justement, quand on n'est pas à l'aise, quand on est un peu dépassé par certaines situations, d'aller vers cette personne-là, demander de l'aide ou référer le jeune vers cette personne-là, c'est super important.
À plus grande échelle. Donc, ça, c'est en prévention comme intervenant au niveau plus micro. Au niveau macro, donc au niveau plus grande échelle scolaire, d'avoir des toilettes non genrées, ça, on en parle fréquemment. C'est de plus en plus commun dans les lieux publics, là, les nouvelles constructions, les réorganisations, les rénovations, là, d'avoir des toilettes non genrées, tout simplement des cabines individuelles qui fait que dessus, il y a les 2 bonhommes ou tout simplement pas de bonhomme, juste une toilette, qui fait qu'une personne en questionnement, une personne qui a une expression de genre féminine, mais qui choisit quand même d'aller dans une toilette masculine, mais en fait, elle n'a pas à se poser cette question-là. Elle n'est pas confrontée à devoir utiliser une toilette homme-femme. Association, comité, milieu scolaire sécuritaire, je pense entre autres à des comités LGBTQ, des associations étudiantes, des milieux scolaires, peut-être qu'il y a un petit café, une petite cafétéria, un petit spot où ce que les gens vont pour se rencontrer, manger, jaser. Ben, peut-être que ça pourrait être intéressant d'installer un drapeau LGBTQ dans cette salle-là, puis juste montrer que c'est correct, c'est inclusif, on accueille ça, puis ça peut être un milieu sécuritaire pour toi d'être ici. Ça pourrait être une bonne idée. C'est à plus grande échelle, mais comme intervenant, vous pouvez aussi, si vous vous sentez en confiance ou si vous sentez que vous voulez vous inclure plus que ça, d'initier ces genres d'associations-là, de mouvements-là. Activité de prévention, donc on pense entre autres le 17 mai qui arrive, là, c'est la journée là, pour la prévention de l'homophobie et de la transphobie, de faire des kiosques en partenariat avec des organismes, on pense entre autres à Gris-Esprit, Transestrie, qui sont très impliqués dans ces mouvements-là, d'avoir ça à l'école ou dans la même semaine, peut-être pas la même journée, mais de créer ça, de publiciser ça pour montrer, hey, on est une école là, pour qui ça passe pas la transphobie, l'homophobie, puis c'est important pour nous comme sujet, comme communauté scolaire là, d'intervenir auprès de ça. Et finalement, on l'a mentionné là, à maintes reprises, activité de sensibilisation auprès du personnel. Ça ne veut pas dire de caler un meeting d'urgence sur l'heure du dîner puis de dire là, ça ne va pas, on a des. Non, ça peut être vraiment plus smooth que ça, de juste partager nos pensées, d'aller vers la direction, de dire, écoute, je rencontre des jeunes qui sont plus ou moins confortables avec certaines interventions du personnel ou qui vivent des micro-agressions. On pourrait-tu voir jusqu'où qu'est-ce qu'on pourrait faire pour outiller le personnel. Le but, ce n'est pas de leur rentrer dedans, c'est pas d'être contre eux, c'est d'être, comme j'ai dit, un mouvement collectif là, pour intervenir auprès de ces jeunes-là. Je t'arrête, on a 2 mains de levée. Ah oui, parfait. On a terminé. Non, on fait une petite pause question. Donc, oui, Marilyn, puis ensuite, ça sera Martin. Oui, Alexia, elle a répondu un peu dans le fond à ma question quand elle a continué sa phrase, quand j'ai levé ma main. Parce qu'elle parlait des toilettes non genrées. Quand on parlait de plus grande échelle, je me dis, d'école, c'est difficile de pouvoir amener les toilettes non genrées, mettons. À moins que ce soit des toilettes privées, là, que ce soit juste une toilette. Parce que quand on a des toilettes publiques avec 6-7 toilettes en même temps, puis là, on reçoit les élèves, mettons, de francisation, il y a des femmes, par exemple, qui viennent du Moyen-Orient, qui viennent dans la salle de bain, qui vont enlever leur voile pour se peigner les cheveux. S'il y a des hommes qui sont là en même temps, c'est pas possible. Fait que là, je me disais, comment on peut essayer le plus possible d'accommoder tout le monde? À un moment donné, c'est difficile. Tout à fait. Un exemple aussi qu'on a, ça serait, mettons, une personne, un homme trans, donc une personne qui, à la base, était une femme qui n'a pas subi aucune intervention médicale, ce qui fait que cette personne-là continue d'avoir ses règles dans les toilettes, mais que l'identité de genre est masculine. Cette personne-là va d'emblée... On va penser à aller vers la toilette des gars. Dans la toilette des gars, il n'y a pas la petite boîte blanche là, qui te permet de mettre ton tampon en toute intimité dans ta... D'avoir une poubelle dans chaque toilette ou des affaires banales comme ça d'essayer de se mettre à la place de l'autre personne et de dire, bon, moi, si j'étais dans cette situation-là, qu'est-ce qui me ferait du bien? Qu'est-ce qui me dirait que je n'ai pas l'impression d'être un imposteur dans ma salle de bain? T'sais? C'est un exemple comme ça, puis c'est vrai que c'est difficile d'avoir des toilettes non genrées dans un milieu scolaire où les toilettes sont déjà divisées en 2. Mais il y avait des filles ou des gars même qui disaient « Moi, je ne suis pas à l'aise si j'étais à la toilette puis qu'à côté de moi, c'est une fille, puis moi...
Fait que Non, tout à fait. c'est difficile, je trouve, mais c'est une bonne idée. Puis en même temps, je me dis, ça peut être aussi de questionner les élèves qui vivent ça, de dire comment on pourrait essayer le plus possible d'améliorer la situation puis de rendre ça confortable pour tout le monde. Tout à fait. La meilleure source de réponse à vos questions, d'information, quand on reste dans la politesse, dans le respect, c'est les personnes elles-mêmes là, qui peuvent vous outiller là-dedans. Ça peut faire partie aussi dans les activités de sensibilisation, de récolter les commentaires, les informations qui viennent des jeunes. Là. Richard, tu as raison. On n'est pas à l'aise de toute façon. OK, merci, Alexia. De rien. Est-ce qu'il y avait une autre question? C'est plus un commentaire, mais tu finis par me connaître, tu vas voir que c'est normal, mais j'ai un petit peu de difficulté avec l'idée de mettre autant d'emphase là-dessus, de créer une association, de mettre des drapeaux ou des choses du genre. J'ai comme l'impression qu'on souligne la différence plutôt que de l'accepter et d'en faire quelque chose. Puis si je fais un drapeau pour les gens qui cherchent leur identité sexuelle, pourquoi j'en ferais pas un pour ceux qui sont végétariens, pour ceux qui... Fait que là, d'en faire plus pour ça, ça me met un petit peu mal à l'aise. J'ai l'impression que je souligne une différence pour laquelle je voudrais que, idéalement, tous les gens avec qui je travaille, ça ne leur fasse pas de différence. Dans une école, ça ne devrait pas faire de différence, l'orientation sexuelle de la personne, pas plus que le fait qu'elle mange ou non de la viande, ça devrait avoir aucun impact. Fait que là, d'en faire une grosse affaire, de mettre un local, moi, j'ai comme un... Les toilettes non-genrées, je peux vivre avec. C'est comme quelque chose vers lequel on devrait aller de toute façon, mais de faire un local, de mettre les drapeaux, puis les interventions, d'en faire quelque chose de spécial aussi avec les enseignants. Je pense qu'il faut que les enseignants y interviennent de toute façon. Je pense à une élève récemment, Jessica, elle a perdu sa mère, mais on a quand même avisé ses profs pour dire, écoutez, là, cette semaine, là, soyez attentifs, Jessica, elle a perdu sa mère, elle vit quelque chose. Mais je le fais pour Jessica, pas parce qu'elle est genrée, pas parce qu'elle a une orientation quelconque, parce qu'elle vit quelque chose. Fait que mon élève Doom qui vit quelque chose quand il se fait appeler Charles, j'en parle au même titre que je parle du décès de la mère de notre élève. C'est pas parce que c'est quelque chose qui est en lien avec l'identité sexuelle qu'il faut qu'on fasse plus. C'est ça qui me... Moi, je souhaiterais une société où ces genres de questions qu'on ne se pose pas. T'es-tu Ukrainien? T'es-tu Canadien? T'es-tu Québécois? T'es-tu Amérindien? T'es-tu au gars? T'es-tu aux filles? Tu manges-tu de la viande? Je m'en fous. Est-ce que tu as le goût d'avoir une belle relation avec moi? Est-ce que tu as le goût qu'on progresse ensemble? Ça devrait être plus ça, notre questionnement. Toutes les choses où on en met plus, j'ai un petit malaise avec ça. En fait, ce que j'ajouterais... L'accepter, c'est ça l'idéal, mais pas en faire une grosse affaire, je trouve. Tout à fait. Bien, c'est sûr que dans un monde idéal, tout le monde est sur le même pied d'égalité. Dans la réalité, c'est pas ça. Donc, puis, tu l'as dit, Martin, quand Jessica a perdu sa mère, elle a vécu des difficultés. Quand Doom s'est fait appeler Charles pendant les présences, ça y a fait du mal à l'intérieur. Quand on remonte plus loin dans la présentation, les statistiques sont que les personnes qui passent par ce processus-là d'identité passent pratiquement à 100... C'est certain que ce n'est pas un chemin facile. Ça passe par des difficultés. Ils vont ressentir de la détresse. Certains vont se suicider. Certains vont être en échec scolaire. C'est sûr que en fait, le but de ça, de sensibiliser, de mettre ça de l'avant, c'est non pas de rabaisser l'autre inverse, de dire les personnes normales ou d'être végétarien, ça n'implique pas non plus des difficultés, de la discrimination, du rejet. Peut-être que tes amis vont te dire ça n'a pas rapport, pourquoi tu ne manges pas de viande, ça gosse, mais quand ça a rapport avec ton identité, avec comment tu te sens à l'intérieur de toi, puis comment tu te manifestes aux gens, ça va plus loin que de juste affirmer que tu es végétarien ou pas. Et de mettre ça de l'avant, ça diminue l'invisibilité de ces personnes-là parce que justement, on ne peut pas juste considérer qu'ils existent et qu'ils vivent leur vie comme tout le monde. Ils vivent une vie, une coche au-dessus de la nôtre, là, de personnes cisgenres, hétéronormatives. Puis de souligner ça, en fait, ça diminue un peu ce sentiment-là de hey, « je ne suis pas normale, je ne suis pas comme les autres ». On renforce un peu leur sentiment d'identité de dire « wow, ça vaut quelque chose que je vis ». Puis c'est vrai que de façon personnelle, que la personne devant nous se considère comme un homme, une femme, son prénom, son nom, ce qu'elle a dans ses pantalons, ne devrait pas changer notre respect, notre savoir-vivre. Par contre, ça nécessite une coche au-dessus un petit peu d'intervention. Donc, c'est un peu pour ça qu'on essaye
mettre ça de l'avant, de prôner en fait le fait que les difficultés que tu vis associées à ton identité, on va essayer de t'aider là-dedans à normaliser tout ça. Mais en même temps, j'ai le souvenir d'un élève qui l'assumait tellement bien son homosexualité, là, il n'avait même pas 18 ans, là, puis il te le dit avec un gros sourire. Hey, moi, ça veut dire ça, je suis au gars. Wow! Fait Il y en il y a a, aussi c'est sûr des qu'il y en gens a. qui le vivent bien. Fait que là, est-ce que lui aurait voulu qu'on mette un drapeau à quelque part pour dire il y a un endroit où tu peux en parler? Je pense qu'il n'en avait pas besoin. Ce que je trouve, c'est que l'école devrait être un lieu où peu importe ce que tu vis, tu ne devrais pas avoir besoin d'un drapeau pour le défendre. C'est plus là mon point de vue, mais je comprends qu'il y en a qui vivent des choses difficiles là-dedans. Il y a des gens qui vivent des choses difficiles avec plein d'autres options, plein d'autres situations de la vie. Fait que, en tout cas, moi, faire un local avec un drapeau, comme je te dis, je ne la sens pas. Puis après ça, tu as toutes les implications aussi. Là. Est-ce que ça veut dire que je laisse un local de prière pour ceux qui veulent des prières musulmanes le midi? Est-ce que c'est toutes ces implications-là aussi là, que je trouve un peu complexes? Ça suscite beaucoup de... Tu sais, ça reste matière à évaluer dans le terme. Je pense que ça, c'est un débat de société qui va durer aussitôt qu'on tombe dans une minorité, là, dans tout ce qui n'est pas la norme, justement. Là. Et effectivement, c'est un point qui est apporté. C'est un bon point qui est apporté. C'est une façon de le voir aussi par rapport au local parce que c'est quelque chose qui ressort à différents endroits. Puis c'est pas d'afficher le local nécessairement LGBTQ+, mais un local calme où, tu sais, là, il va y avoir vraiment plus une acceptation des différences. Tu sais, dans les milieux secondaires, des fois, on a des jeunes que la cafétéria, ça ne marche pas, vivent du rejet pour X raisons. Mais ça, c'est le local. Trouvons-lui un nom c'est un local inclusif pour tout le monde, peu importe. Puis, tu sais, oui, on va pouvoir afficher le drapeau, tu sais, mais sans que ce soit le méga drapeau, là, mais on veut le rendre plus un local inclusif de respect, de calme, d'apaisement, si on veut, là. Ou comme association, des fois, on se dit, hey, tu sais, dans notre milieu, juste les toilettes, il y a plein de choses qu'on pense. Pas nécessairement, mais des fois, c'est quelques élèves qui sont de la communauté LGBTQ+, avec des alliés qui peuvent réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait faire dans notre milieu pour s'assurer que ces jeunes-là se sentent bien. Tu sais. Fait que, mais on souhaite que les gens soient suffisamment sensibilisés dans un avenir proche pour que ce soit juste normal. Exact. Merci. On avait Richard qui avait la main levée, je crois. Oui, ben c'est parce que ça, en même temps que Martin en parlait, j'avais l'idée que, au contraire, l'école, c'est un lieu où on doit socialiser, où on doit informer. On a parlé de francisation tout à l'heure. On a des élèves qui viennent de partout dans le monde avec des cultures différentes et qui doivent s'adapter à celles du Québec. Et nous, légalement, peut se montrer, là, légalement, tout le monde a droit à un respect. Et le fait de l'afficher, on socialise nos élèves qui viennent d'ailleurs. On leur dit, au Québec, c'est comme ça que ça arrive. Si c'est différent dans ta tête, change, parce que nous, c'est comme ça. Ou si tu ne veux pas changer, en tout cas, accepte. Mais tu ne peux pas être contre ça. Donc, je pense qu'il faut insister. Autant qu'on met des règles de grammaire au tableau, alors que tout le monde devrait les savoir, autant on va mettre un tableau, un drapeau, pour dire que voici ce qui existe, voici ce que ça veut dire. Puis si ça déclenche une discussion, mais tant mieux. Puis les élèves aujourd'hui font partie aussi de la gouvernance de l'école. Donc, si les élèves ont des besoins particuliers, je les encouragerais aussi à faire partie de la gouvernance de l'école, c'est-à-dire, moi, j'en veux un local, puis d'en discuter. Peut-être qu'ils ne l'auront pas la première année, ni la deuxième année, mais qu'à un moment donné, la discussion va être là, puis tout le monde va dire, ouais, on a besoin là, puis on a de l'argent là. Puis les toilettes, c'est une obligation. On trouve de l'argent pour faire bien des affaires. Là. Donc, le fait d'avoir des toilettes non genrées, je pense que c'est un minimum. Là. Mais encore là, c'est facile pour moi de le dire. Je fais du travail à domicile depuis 5 ans. Merci, Richard. Par souci de temps, je vais compléter avec les dernières diapos qui restent pour vous transmettre l'information le plus possible. Puis, à la fin, de toute façon, là, il y a une période de questions, partage, donc on pourra échanger. Fait que je vous invite à peut-être noter vos questions dans le chat, là, puis on y répondra à la fin si ça suscite des réactions pour les 3 dernières diapos. Finalement, en intervention vraiment plus individuelle, de jeune à jeune, pas de jeune à jeune, d'intervenant à jeune, de personne à personne, les
attitudes à prôner, on en a parlé tout au long de la présentation, donc démontrer de l'ouverture, de l'empathie, de l'écoute, aller au-delà de juste entendre ce que le jeune nous dit, mais de montrer de l'écoute active puis de montrer qu'on est intéressé. Lui nommer, lui verbaliser que son bien-être, c'est important pour nous comme intervenant, comme enseignant, comme secrétaire, on l'a dit, peu importe ce que tu es comme personne, comme personnel dans l'école, de mentionner que, écoute, je t'entends, puis on va faire quelque chose parce que c'est important pour moi que tu te sentes bien ici. De normaliser tous les parcours, de ne pas remettre en question. Ouais, mais là, il me semble, mais toi, la semaine passée, c'était un gars que tu datais. Là, pourquoi c'est une fille? Je comprends. Tu sais, des faits comme ça, de dire comme que la personne est genre, ah, c'est vrai, c'est pas normal. Se remettre en question sa validité. Donc, au contraire, de privilégier là, une normalisation de tous les parcours. Hey, c'est le fun, c'est intéressant. Tu vois, ça change dans le temps. Tu n'as pas besoin d'être seté, puis c'est bien correct comme ça. Ça fait du bien aux personnes d'entendre ça. Reconnaître le courage, ça va avec le même sens de remercier. Quand un jeune vient se confier à vous, un adulte, peu importe il est où dans son processus, probablement que ça y a pris tout son petit change là, pour dire comme, moi, cette personne-là, là, ça me pèse tellement ses épaules, il faut que je lui en parle. Fait que, de reconnaître que c'est courageux, que c'est un bon move d'avoir dépassé sa souffrance puis d'être venu se confier à vous, puis de le remercier pour ça. Et évidemment, de respecter son rythme là, et ses besoins dans les différentes situations, que ce soit dans le dévoilement à sa famille, ses amis, son auto-identification au niveau de l'école. Peut-être que lui, il veut vous en parler à vous pour se vider le sac, là, mais qu'il n'est pas prêt à en parler au reste des professeurs. Il n'est pas rendu là, de respecter ça, puis de l'accompagner là-dedans. Donc, voilà, entre autres, là, pour le changement de prénom, comme je disais, la liste des présences, là, légalement, c'est pas possible de le changer, mais si l'équipe école est au courant, puis qu'entre parenthèses, ça peut être écrit son prénom choisi, ça donne un petit heads-up là, quand on fait les présences, justement. Les autres professionnels au dossier, si ce jeune-là se fait accompagner par d'autres intervenants à l'extérieur de l'école que vous avez déjà rencontrés, peut-être ça pourrait être intéressant aussi de les mettre au courant si le jeune, bien sûr, est au courant et est d'accord. À l'inverse, là, on a fait tout ce qui était à privilégier, à mettre de l'avant. Il y a des petites choses à laquelle porter une attention particulière. Les questions inappropriées, donc tout ce qu'on considère comme la curiosité malsaine, est-ce que, tu sais, de poser des questions comme est-ce que tu as fait ta transition médicale? Est-ce que tu es, des questions qu'on se dit, est-ce que ça va m'aider à mieux intervenir auprès de ce jeune-là? Est-ce que ça va changer mon plan d'intervention, ma direction avec lui? Non. Est-ce que c'est juste de la curiosité malsaine? Est-ce que c'est juste moi qui veux savoir ça parce que je suis curieuse et j'ai jamais rencontré une personne trans? Si la réponse à ces questions-là va dans le sens que c'est de la curiosité malsaine, pose-les pas. Est-ce que cette question-là, tu la poserais? Cindy m'avait apporté ça, cette phrase-là aussi, cette question-là de poser. Tu poserais-tu cette question-là à une personne cisgenre qui ne vit pas cette difficulté-là, qui n'a pas cet enjeu-là de transition? Non. Dans ce cas-là, tu es définitivement mieux de garder cette question-là pour toi. Microagression, on en a parlé maintes et maintes fois, là, de faire attention à ça. Non seulement si tu, peut-être que tu le fais involontairement sans t'en rendre compte ou que tu es témoin de ça. Dans les deux cas, il faut mettre des actions là-dessus. Divulgation sans consentement, je pense entre autres à un jeune, là, je vous donne un exemple que je suivais, que il avait fait sa transition sociale à l'école, milieu secondaire. Puis, ses parents, le jeune avait 14 ans et il n'était pas prêt à aviser ses parents. Donc, c'est resté comme ça. L'école a fait certains changements au niveau là, de la liste de présence à l'interne, comment il l'appelait à l'école. Et à un moment donné, on a envoyé un courriel aux parents avec le nouveau prénom. Et les parents ont dit je pense que vous êtes trompés, c'est pas mon jeune. Puis, ils ont fait comme non, c'est vraiment, c'est bien. Puis là, ils ont utilisé son prénom de naissance. Puis là, les parents l'ont appris comme ça. Et là, évidemment, s'en est suivi une colère et un conflit là, avec l'école à ce niveau-là. Donc, de faire attention et de ne pas hésiter à demander aux jeunes, est-ce que tes parents, qui est au courant dans la situation pour pas qu'on aille trop loin, pour pas qu'on fasse d'erreurs, s'assurer qu'on respecte son consentement pour divulguer à d'autres entités. Voilà. Si on est témoin de toute forme, de porter une attention à toute forme de discrimination, là, et si on est témoin par les étudiants, par le personnel, d'appliquer le plan de lutte, d'appliquer les protocoles là, au niveau scolaire par rapport à la discrimination.
d'être témoin. Si on entend que le jeune souffre, il est en détresse, de prendre ça et d'agir à ce niveau-là, d'assurer la sécurité du jeune dans son environnement et également au niveau psychologique, on en a parlé aussi, pas hésiter à mettre en place des mesures pour assurer le bien-être psychologique de ces jeunes. On inclut aussi, on n'en a pas parlé encore, là, mais tout ce qui est cyber-intimidation, là, notamment entre autres entre les étudiants, là, si on est témoin de ça, ça entre là-dedans aussi, là, puis il faut intervenir. Donc, je vous laisse des ressources qui existent. Donc, il y a des documents, des guides de pratique là, qui mettent en place différentes interventions qui poussent encore plus loin là, la réflexion au niveau des milieux scolaires pour la prise en compte, l'inclusion là, de la diversité sexuelle. Également, à Sherbrooke, en Estrie, on a Transestrie qui travaille auprès des personnes trans, qui fait de l'accompagnement, du suivi, des groupes d'entraide. Le Gris Estrie qui aide beaucoup là, pour intégrer les personnes LGBT dans les différents milieux de vie dans la société. Il y a entre autres le lien ici que vous allez pouvoir aller chercher, là, qui est l'outil diagnostic là, qui vous permet d'évaluer avec différentes questions là, votre niveau d'inclusion là, dans vos interventions comme intervenant de façon individuelle, mais aussi à plus grande échelle là, au niveau plus de l'entreprise, là, du milieu complet. Mais c'est super intéressant si vous vous dites hey, « moi j'ai l'impression que je suis quand même pas pire », ben, d'aller faire ça, puis stressez pas, là, les notes sont, tu as beau être bon, puis tu as beau avoir l'impression d'être bon, mais les notes, il faut garder en tête que tu peux toujours aller plus loin dans tes interventions, dans ton ouverture, dans ton approche, mais ça l'aide à avoir des petits cues, des petites idées. Iris Estrie qui travaille beaucoup là, à la prévention des ITSS, une santé sexuelle saine, notamment au niveau de la communauté LGBT. Et la Coalition des familles LGBT, ça, c'est plus un organisme là, à plus grande échelle, mais il y a vraiment beaucoup de ressources, d'outils pour les professionnels, pour accompagner dans différents milieux scolaires, comment intervenir comme personne avec la famille, bref, dans différentes catégories. Entre autres, il y a même des trucs pour si tu es un parent d'un enfant trans, d'un enfant dans la diversité sexuelle. Donc, énormément de ressources sur ce site-là. Ça peut valoir la peine si vous voulez pousser votre réflexion, pousser vos recherches. Là, ces ressources-là sont des belles petites perles de ressources. Ça fait le tour pour ce qui est de l'information à transmettre. Je vais arrêter le partage juste pour pouvoir voir s'il y a des mains, s'il y a des commentaires. On a du travail à faire. Mais écoute, je pense comme tout le monde. Ben oui. En fait, là, comme tout le monde, mais de montrer un intérêt, une ouverture, de travailler aussi avec les organismes communautaires, puis d'essayer aussi d'aller voir au secteur des jeunes aussi qu'est-ce qui se fait, quoi que ce soit, parce qu'il y a des ressources des fois qui peuvent nous aider. Donc, vraiment, écoute, Alexia, chapeau. C'est toute une animation, tout un contenu livré de manière remarquable, très vulgarisé. Et même pour faire la demande de cette formation-là, on avait de la difficulté à trouver les bons mots, l'identité de genre, l'orientation sexuelle, quoi que ce soit. Mais tout a été très bien livré, très bien expliqué. Puis on repart de là avec, oui, du travail, mais aussi beaucoup d'ouverture, puis beaucoup de sensibilité, en fait, à qui sont les humains derrière ces questionnements-là, ces cheminements-là, ces spectres-là. On l'a vraiment vu comme c'était des spectres. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. C'est la base, c'est exactement. Fait que je pense qu'on va pouvoir retravailler ça, puis peut-être vous contacter là, dans un deuxième temps pour essayer de voir où est-ce qu'on peut aller plus loin. Donc, je vous remercie. Parfait, ça fait plaisir. Merci pour l'invitation. Puis, j'ai beaucoup aimé ça, j'ai beaucoup apprécié. Ça a suscité beaucoup de réactions, des contradictions, des idées, des témoignages. C'est ça que je trouve pertinent là-dedans, c'est qu'on le vit tout d'une façon différente. Puis le but de ça, c'est justement de se mettre sur les mêmes bases puis de dire, bon, comme individu, comme communauté, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis de s'outiller là-dedans. C'est la base aussi, là, au-delà de juste nos compétences individuelles, là, ça va plus loin que ça. Fait que, ouais. J'ai l'image, là.
pour l'image du papillon, là, la technique d'impact, là, c'est un cocon, puis là, l'enfant essaie d'ouvrir le cocon, puis là, le papillon, il meurt, puis il se demande pourquoi il a juste voulu aider. Pas parce qu'on peut faire mourir nos clients, là, c'est pas ça que je veux dire, mais dans le sens que je trouve que c'est l'approche. On aide, on demande, mais il faut que le papillon fasse lui-même sa force dans ses ailes et c'est le fait qu'il ouvre, on l'aide, mais le fait que lui ouvre lui-même le cocon, il devient, il a la force après ça pour continuer. C'est un peu ça dans l'approche, là. Il faut accueillir, il faut entendre, mais il faut aussi, j'ai dit à quelques reprises, là, c'est quoi lui, il veut, il faut le suivre, c'est lui qui met. Faut qu'il aille les ailes, qui est en train de faire ses forces, puis c'est pas en même vitesse un l'autre. Puis si nous autres, on veut brusquer, puis c'est pas mieux, puis bon. Fait que je trouve que c'est dans l'approche, l'attitude auprès de ces clients-là, ces types de clients-là, je trouve que c'est vraiment ça qui doit prôner. Vraiment, vraiment, tout à fait. C'est une belle technique d'impact là, dans le livre de Dany Beaulieu. Dans l'image, là, c'est de très pertinent. Ouais. Bien, écoutez, un immense merci. S'il y a des questions ou quoi que ce soit, je sais que la rencontre elle a été enregistrée puis que probablement que d'autres vont la écouter. S'il y a des questionnements, je vous les fais suivre, Cindy et Alexia. Parfait. Puis Karine, moi, je t'ai transmis le questionnaire de satisfaction. Là, fait que si tu veux le partager aux gens qui pourront aussi les mettre là. Puis moi, je vais recevoir les réponses. Là, fait que c'est confidentiel, c'est anonyme. Là, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de courriel. Là, fait que vous faites juste, c'est juste pour nous donner un petit feedback. N'hésitez vraiment pas. Puis effectivement, Karine, si tu as des questions qui ressuscitent, là, tu peux contacter Cindy ou moi. J'ai des questions et des projets, mais ça manque. C'est rare que ça manque. C'est rare que ça manque. Alors, je vous mets le lien. Pour les autres, puis je vais faire un courriel à tous là, pour rappeler aussi le lien de la présentation. On peut le remettre, on va pouvoir le remettre dans le clavardage pour ceux qui étaient ici. Je viens de le refaire, qui est le PowerPoint de la formation. Et notre prochaine rencontre commune, nous, ça va être le 3 mai à 9h. Puis d'ici ce temps-là, on se tient au courant par courriel. Un immense merci tout le monde d'avoir été là. Merci à vous. Bonne fin de journée.